L'invité politique du 6-9 de France Info, un député, les Républicains, avec vous, Anne-Laure Danier. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Anne-Laure Danier. Bienvenue sur France Info. D'abord une réaction à cette image très marquante, ces migrants à Calais qui se sont cousus la bouche pour protester contre la destruction de leur cabane dans la jungle. C'est du vrai désespoir, ça. Bien sûr, ce sont des images tragiques qui doivent nous alerter, qui doivent nous faire réagir. Ça résonne à mon sens un peu comme un appel à l'Europe en disant mais bougez-vous, montez enfin une politique européenne de l'immigration que nous appelons de nos voeux depuis longtemps. Et la France a un rôle très important à jouer. Elle ne doit pas être spectatrice de cela. La France, on donne le sentiment aujourd'hui qu'elle est en permanence en réaction ou en commentaire. La France qui réclame de l'argent et de l'aide à l'Angleterre, aux Britanniques. Oui, mais la question, elle doit se traiter au niveau européen. La France, moi je suis frappé de voir le président de la République réduit à une espèce de passivité qui est entre le commentateur et le spectateur. Là, l'Europe, mais l'Europe c'est nous. C'est à la France de prendre des initiatives en Europe, de faire la tournée des capitales européennes, de trouver un accord avec l'Allemagne sur ce sujet, celui des migrants dont on parle depuis plusieurs mois, mais pas que sur ce sujet. Je reviens du Salon de l'agriculture. Moi je suis frappé au Salon de l'agriculture de voir que la France ne tient plus son rang de première puissance agricole européenne. On va y revenir. Il y a eu un Conseil européen il y a quelques jours qui était très important sur l'agriculture. Où est le temps où le ministre de l'Agriculture faisait, avant les conseils sensibles, la tournée des capitales européennes pour défendre la position de la France, pour définir une position commune qui soit ensuite mise en œuvre On par tape pas assez Bruxelles. du poing sur la table. Bien sûr, et on ne prend pas d'initiative. Vous savez, François Hollande est dans une passivité vis-à-vis de l'Europe depuis 4 ans, depuis le début, lorsqu'il a d'abord cherché à construire une contre-alliance vis-à-vis des Allemands avec les Italiens. Il a joué de la défiance vis-à-vis de l'Allemagne. Nous le payons aujourd'hui, bien sûr. Les Allemands, ils ne nous attendent pas aujourd'hui en matière agricole. Donc, il y a un moment où il faut être capable de peser, il faut prendre des initiatives, il faut avoir une vision, il faut avoir un projet sur l'Europe. Il n'y a plus de projet européen aujourd'hui. Qui pensez-vous qui puisse sortir l'Europe de ce désastre? La France et l'Allemagne réunies. L'Allemagne ne peut pas être seule sur cette question. Donc c'est à la France. Elle l'a fait à plusieurs reprises dans son histoire. Souvenez-vous, quand après 2005, il y a eu le référendum qui a été perdu sur la Constitution européenne, il y a eu une collaboration à l'époque entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel pour rédiger une constitution commune et la faire adopter, un traité commun, et le faire adopter sous la forme du traité de Lisbonne. Enfin, Luc Châtel, quand l'Allemagne nous demande d'accueillir des réfugiés et qu'elle le fait à coups de centaines de milliers, j'entends personne chez les Républicains dire « oui, il faut ouvrir les bras ». Mais non, je ne dis pas. L'Allemagne. Mais une politique européenne, c'est pas d'accueillir tous les réfugiés, pas du tout. Une politique européenne, c'est être capable de s'entendre sur précisément des quotas au niveau européen, d'être capable de répartir ces quotas entre les pays, mais d'être capable surtout de les appliquer, ces règles. C'est-à-dire d'avoir des frontières qui soient bien surveillées, qui soient contrôlées, d'avoir une politique commune, une harmonisation de nos politiques d'accueil en matière sociale. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'on ait une politique d'accueil s'il n'y a pas les mêmes règles selon les pays, si les frontières ne sont pas contrôlées, et si lorsque vous avez un pays qui ouvre ses frontières, immédiatement, il y a une libre circulation à l'intérieur de l'Union. Ça ne peut pas marcher. On voit bien que le système est arrivé à son terme. En l'occurrence, à Calais, le problème, c'est pas qu'il y ait trop de réfugiés, c'est qu'ils veulent aller en Angleterre et que la porte est fermée. Eh bien, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut que nous ayons une politique européenne commune de contrôle à nos frontières. Parce que ces migrants, avant d'aller en Angleterre, ils passent par l'Europe. Donc, ils sont bien rentrés en Europe avec un projet. Donc, ça veut dire qu'il y a eu faille dans le système. Donc, nous préconisons une politique européenne en faveur d'immigration qui doit être la deuxième étape après le pacte européen qui avait été initié dans les années 2008-2009 et qui doit définir des règles communes. Tant que nous n'aurons pas des règles communes, nous ne pourrons pas être à la hauteur de ce défi. Vous savez, ce n'est pas le défi de l'Europe, c'est le défi partout dans le monde des relations nord-sud. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Afrique. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le défi du 21e siècle. Eh bien, l'Europe, qui est la première puissance économique mondiale, qui aspire évidemment aux rêves de beaucoup de citoyens du monde, eh bien, l'Europe, elle doit être à la hauteur. Mais pour qu'elle soit à la hauteur, il faut qu'il y ait des dirigeants politiques qui comprennent qu'il faut un cap, il faut une vision et il faut porter un projet politique. C'est ce que nous attendons du président de la République et que nous ne voyons pas aujourd'hui.
On revient à un sujet franco-français. Ce matin à Bagnolet, les syndicats vont se réunir, ils vont réécrire en fait la loi El Khomri, la loi travail. Les jeunes vont se mobiliser mercredi prochain. C'est mal parti pour ce projet de loi. Ça, c'est moins qu'on puisse dire que c'est mal parti. On a connu beaucoup ces dernières années de situations délicates pour les gouvernements respectifs, de droite comme de gauche. Je dois dire que nous avons aujourd'hui une situation inédite qui est de battre en retraite avant d'avoir présenté un projet en Conseil des ministres. Ça, on n'avait jamais vu. Il faut dire qu'on était parti très très haut et que c'était sans doute un peu fait exprès aussi. Mais moi, très haut, je ne sais pas Ça très bien. s'appelle un ballon d'essai. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais on ne joue pas comme ça avec les institutions. Moi, je suis frappé de l'affaiblissement institutionnel aujourd'hui, où vous avez le ministre de l'économie qui se prend pour le ministre des Affaires étrangères, où vous avez la guerre entre le Premier ministre et le ministre de l'économie, où vous avez une véritable... Nous sommes entrés dans une période de cohabitation institutionnelle entre le gouvernement et sa majorité. Luc Châtel, il n'y avait pas d'affaiblissement institutionnel il y a 10 ans quand Jacques Chirac dit on n'applique pas une loi qui a été votée au Parlement sur le CPE? Sans doute, mais ça avait permis de sortir de la crise. Peut-être de là aussi. Oui, mais la différence, c'est que vous avez aujourd'hui combien de gens sans emploi en France? Il faut agir. Monsieur Hollande attend la dernière... en 2006. Monsieur Hollande, non. Regardez les chiffres. Les meilleurs chiffres de l'emploi ont été obtenus en 2007-2008. Vous feriez quoi, vous, à la place du gouvernement? Alors, vous auriez voté la première mouture, qui était très très haut. Une responsable des Républicains me disait hier que même Nicolas Sarkozy ne serait pas allé aussi loin en matière d'indemnité prud'homale, de termes en matière de licenciement économique. D'abord, nous avons un projet. Nous avons réuni les acteurs du travail, vous auriez de voté la première mouture? Et nous avons organisé une convention sur le travail il y a quelques semaines. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Moi, oui, je suis clairement favorable à un contrat de travail qui soit plus flexible. Il faut expliquer la vérité aux Français. La vérité, c'est qu'on n'a pas tout essayé contre le chômage. C'est pas vrai. Plus exactement, on a tout essayé, sauf ce qui marche, sauf ce qui a marché ailleurs. Donc il faut, oui, plus de flexibilité. Il faut expliquer aux gens que ce qui compte, c'est plus la capacité à retrouver un emploi que les difficultés qui peuvent consister à perdre son emploi, que nous sommes dans une économie où il y a en permanence des destructions d'emplois et des créations d'emplois, qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de l'économie qui échappe au salariat. Donc, c'est à ça qu'il faut se préparer. Donc, il faut une économie plus souple, plus flexible, plus réactive, plus compétitive. Et donc, il faut complètement revoir notre droit du travail. Donc, si votre question, c'est de savoir s'il faut plafonner les indemnités de licenciement, la réponse est oui, j'y suis favorable. Bien sûr que c'est une bonne disposition. Et d'ailleurs, ça existe dans un certain nombre de pays qui ont obtenu de bons résultats en matière d'emploi. Maintenant, le gouvernement s'est engagé dans cette situation sans avoir de majorité, sans discuter avec les partenaires sociaux. Et aujourd'hui, on assiste à un paysage affligeant où on bat en retraite avant même d'avoir déposé le texte. Donc, c'est une situation inédite pour le coup. Le malaise de Myriam El Khomri, que François Hollande a rebaptisé accident domestique, ça traduit quoi pour vous? Non, moi je n'ai pas de commentaire à faire. Vous savez, il faut le dire, il faut avoir aussi le courage de le dire. Faire de la politique, c'est parfois difficile. On l'a choisi, donc il y a pas de, on ne doit pas se plaindre. Mais c'est difficile. C'est difficile d'être mis en cause. C'est difficile y compris par son propre camp, parce qu'il y a des ministres aussi qui n'assument pas cette loi. Surtout par son propre camp ces derniers temps. Voilà. Donc moi je souhaite prompt rétablissement à Madame El Khomri. Je ne l'attaquerai pas là-dessus, bien au contraire. Simplement, moi je souhaite que cette dernière année soit utile au pays. Vous étiez au Salon de l'Agriculture hier, en même temps que Nicolas Sarkozy, mais pas avec lui. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alain Juppé. C'est un véritable défilé au Salon de l'Agriculture. Vous allez y faire quoi? Y chercher des électeurs? Non, mais d'abord, on parle beaucoup du Salon de l'Agriculture cette année, à juste titre, parce qu'il y a une crise agricole sans doute sans précédent depuis 25 ans. Et puis on en parle aussi parce que ça intéresse les journalistes que vous êtes, et c'est normal, dans la perspective des échéances à venir. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je viens au Salon de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que je suis l'élu d'un département rural, où l'agriculture est très importante. Et donc, vous avez dit que je n'étais pas avec Nicolas Sarkozy. C'est pas parce que je boude Nicolas Sarkozy, c'est parce que j'étais avec mes éleveurs de Haute-Marne et que je préfère faire cette visite avec ceux que je connais depuis 20 ans et qui sont les représentants des agriculteurs de mon département. Vous avez perdu cet électorat. Vous avez remarqué qu'ils votent de plus en plus au Front National. Il y a aujourd'hui un désespoir terrible dans les campagnes.
Voilà. Il est dû à plusieurs phénomènes. Le phénomène agricole, pas que le phénomène agricole. Je reviendrai au phénomène agricole, mais vous avez aussi un désespoir qui touche tous ceux qui habitent à la campagne. Vous savez, moi, dans mon département, vous avez des cantons en Haute-Marne où il y a 4 habitants au kilomètre carré, où le fait de ne pas avoir Internet, la 4G, ça pose quand même un problème d'égalité face à l'accès, on parlait d'emploi, à l'accès aux services publics, à l'accès à la vie tout court Il d'aujourd'hui. faut un plan Donc, il y a Marshall, pas... comme le dit Oui, Nicolas je Sarkozy. pense que Nicolas Sarkozy a raison de considérer qu'il y a une urgence vis-à-vis du monde rural, qu'on a sans doute sous-estimé par le passé. Alors ensuite, il y a une crise agricole aujourd'hui qui fait que le salon de l'agriculture est peut-être plus sous les feux de l'actualité. Et sur cette question, moi je crois qu'il faut être courageux, c'est-à-dire qu'il faut proposer aux paysans, comme nous l'avons fait dans la proposition de loi qui a été adoptée par les Républicains au Sénat, qui malheureusement a été rejetée à l'Assemblée nationale, mais qui va revenir au Sénat. Il faut proposer des mesures, des réformes structurelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre agriculture, nous sommes dans un monde ouvert, une Europe ouverte. La France, je le disais tout à l'heure, c'est la première puissance agricole européenne. Eh bien, il faut être compétitif. Voilà. Donc, soit vous êtes sur des marchés bagarrés où il y a beaucoup de concurrents et il faut être compétitif, soit vous êtes dans la création de valeur, dans les appellations d'origine protégée, et à ce moment-là, vous créez de la valeur, vous pouvez vendre vos produits plus chers. La suppression des quotas laitiers sous Nicolas Sarkozy, on pas dire aujourd'hui qu'elle est rendue compétitif les producteurs de lait français par rapport à ceux de l'Europe du Nord. Ah, mais moi, je veux bien que ce soit toujours la faute à Sarko. J'ai remarqué d'ailleurs. Soulève la question. Non, mais je dis ça parce que j'ai entendu le président de la République parler de la LME ces derniers jours. La loi de modernisation. Donc, il a trouvé un bouc émissaire parfait pour pallier sa faillite sur la politique agricole depuis 4 ans. Le sujet, c'est moins la suppression des quotas qui n'a pas été décidée par Nicolas Sarkozy, qui a été décidée par l'Union européenne. Voilà. Donc, le sujet est moins celui-là que la préparation à la suppression de ces quotas. Nous avions accompagné cette suppression puisque nous avions créé une TVA compétitivité qui permettait la baisse des charges des entreprises et en particulier des exploitations agricoles. Qu'a fait le gouvernement de François Hollande? Il a supprimé cette TVA compétitivité. Il a supprimé des aides à l'installation de jeunes agriculteurs. Il a supprimé des aides à la modernisation des exploitations agricoles. Donc, si vous voulez, depuis 4 ans, l'agriculture était le parent pauvre de la politique du gouvernement. Et on découvre aujourd'hui qu'il y a une crise agricole. Mais quel gâchis! Je veux dire, quel temps perdu! Et là encore, on joue avec les gens. Ce sont des êtres, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent dur, qui croient en ce qu'ils font, qui croient en la France, qui aménagent nos territoires, qui produisent. Le salon de l'agriculture, c'est merveilleux parce que c'est la plus belle ferme au monde. Un mot sur Nicolas Sarkozy, puisqu'on en parlait. Il l'a quasiment dit hier dans Le Parisien. Il sera candidat cet été. Il accélère un petit peu à cause des mauvais sondages. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il se déterminerait au moment de l'été. Voilà. Nicolas Sarkozy a dit qu'il était le président de la famille et qu'il avait d'abord à effectuer ce travail de rassemblement, ce travail sur le fond. J'ai évoqué tout à l'heure les conventions. Il n'a pas perdu un peu de sa superbe, Nicolas Sarkozy. En interne, moi j'entends des gens qui me disent il est plus craint, il ne fait plus peur. Écoutez, vous avez rappelé... Il y a des doutes sur sa sincérité, sur la sincérité de sa candidature. Vous avez rappelé tout à l'heure l'état de notre famille politique il y a 2 ans, les divisions internes, l'explosion, nous étions au bord de l'explosion à l'époque. Moi je constate qu'en 18 mois, il y a un énorme travail qui a été fait de rassemblement, d'apaisement, de consolidation. Maintenant, vous savez, nous allons entrer dans une nouvelle phase. Le parti doit achever son travail sur le fond, sur le projet, pour construire une alternance qui soit à la hauteur des enjeux. Nous allons avoir une responsabilité importante parce que je pense que la France va avoir besoin du projet des Républicains pour sortir de la crise, sortir de ce déclassement. Donc ça, c'est au parti de l'organiser. Ensuite viendra la période de la primaire. Ça, c'est l'automne. En politique, 6 mois, c'est une éternité. Et ça promet d'être rock'n'roll. Demain est un autre jour. Merci Luc Merci Châtel, député de la Haute-Marne, invité de France Info ce matin.